Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce lundi 20 novembre. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle semaine très riche en actualité. Et l'actualité reste bien évidemment dominée par le début officiel de la campagne électorale. Félix Tshisekedi a donné le go au Stade des Martyrs, c'était hier dimanche, en présence de plusieurs militants et sympathisants de l'Union Sacrée. Et dans son discours, il est revenu sur ses différentes réalisations le long de son premier quinquennat. Il n'a pas aussi oublié de lancer des pics à ses adversaires, notamment Moïse Katumbi et d'autres candidats qui sont présentés, selon Félix Tshisekedi, comme des candidats fabriqués par les Occidentaux. Pourquoi le président martèle-t-il encore sur ces discours? Nous en parlons dans cette émission. Moïse Katumbi est arrivé. C'est lundi 20 novembre à Kisangani. Il a tenu un grand meeting à la place de la Poste. Une foule immense y a répondu présente. Il a profité aussi de l'occasion pour présenter les différents candidats de son parti politique au niveau de Kisangani et de la province de la Tchopo d'une manière générale. Et dans son message, il n'a pas manqué de répondre aussi, Félix Tshisekedi. Et pour Moïse Katumbi, les vrais candidats des étrangers, c'est bien Félix Tshisekedi qui a recouru même aux militaires étrangers, aux mercenaires pour entraîner, selon les mots du président de la République, les FARDC, alors que, comme président de la République, il avait la possibilité d'augmenter les salaires ou les frais alloués à notre armée. Quels sont les enjeux de cette campagne? Comment allons-nous vivre les prochains jours ou les 30 prochains jours de la campagne électorale? Nous en parlerons dans cette émission avec le résistant Maïmaï, Pati Katanga, qui nous fait le plaisir de répondre à notre invitation. Bienvenue, monsieur Pati. Merci beaucoup Hervé et Thomas de votre invitation d'aujourd'hui. Des blancs vêtus comme Félix Tshisekedi hier et comme Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est quoi finalement le mythe derrière la couleur blanche? Il n'y a pas de mythe derrière la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la couleur de Moïse Katumbi. Oh, comment ça? C'est depuis longtemps. Là, on est en train de copier Moïse Katumbi. Mais c'est pas mauvais si on copie dans le bon sens. Donc, non, la couleur blanche, c'est la blancheur. Ça veut dire que le cœur est blanc. Donc, Moïse Katumbi, depuis longtemps, ça a toujours été sa couleur parce que c'est l'homme altruiste. C'est l'homme des grands cœurs. C'est l'homme d'un cœur blanc qui assiste ses compatriotes. Depuis longtemps, il n'a pas attendu pour être gouverneur ou pour être candidat à l'élection présidentielle pour être compatissant à l'égard de nos compatriotes. Les autres font du forcing. Les autres font ce qu'on appelait du populisme. Et du populisme et des mauvais aloi. On sait qu'à la minute suivante, ils seront dans les avions en train de voyager dans le monde entier, sans passer à la situation des Congolais. Moïse Katumbi vit avec les Congolais. Très bien. Directement, on va s'attaquer à l'actualité. La campagne électorale a démarré, la campagne a démarré depuis hier dimanche. Félix Tshisekedi a donné le go au Stade des Martyrs. Moïse Katumbi était aujourd'hui à Kisangani. Entre-temps, plusieurs autres candidats ont décidé de porter ou de soutenir la candidature de Moïse Katumbi. C'est le cas d'Augustin Matata Ponyo, de Franck Diongo, mais aussi de Seth Kikuni. D'une manière globale, avant d'entrer dans le discours de chaque candidat, vous faites quelle lecture de ces 2 jours de campagne électorale? D'abord, pour nous, les Congolais avaient une demande, c'est-à-dire qu'ils voulaient que l'opposition se présente unie derrière un candidat commun de l'opposition. C'est la demande de la population congolaise. C'est pour ça que nous avons été en Afrique du Sud. On a eu un préaccord qui est en train de se réaliser au niveau de Kinshasa. Nous avons déjà le soutien au candidat numéro 3 de Matata Ponyo, l'homme de la bonne gouvernance. On a déjà le soutien de Franck Diongo, on a Seth Kikuni. Et je les remercie tous. Ils ont compris la portée des enjeux. Nous attendons que les autres aussi arrivent. Je pense que c'est question d'heures ou de jours. Bon, maintenant, la campagne elle-même, nous avons fait le choix de la démocratie. Le Congo a fait le choix de la démocratie. Et donc, la démocratie s'exprime aussi, et notamment par les élections. Revenir vers les souverain primaire régulièrement pour avoir son mandat et avoir la légitimité de conduire les affaires du pays. Donc, la campagne elle-même, ce que nous souhaitons, nous, c'est d'avoir une campagne saine. Parce que nous avons d'abord, nous Congolais, besoin de la redevabilité du candidat numéro 20.
Il doit d'abord nous dire qu'est-ce qu'il a fait des 5 ans à la tête de notre pays. Il a dit hier, aujourd'hui, il a tenu encore un autre meeting à Mwanda, je pense, où il a évoqué aussi ses différentes réalisations. Bon, maintenant, le populisme, c'est que son problème, c'est qu'il ne peut pas être permanent. Il n'est que séquentiel. On peut à un moment mentir, mais on ne peut pas mentir tout le temps. Je pense que quand il prend notre pays, Félix Antoine Tshisekedi, en 2018, nous avons 125 groupes armés répertoriés par la MONUSCO. 125 groupes armés répertoriés par la MONUSCO. Et le Congo, même avec ces groupes armés, le Congo est entier. Et quand tu prends le pays, le 24 janvier 2019, il dit qu'il a trouvé une armée structurée et une armée organisée. C'est Félix Antoine Tshilombo. Les images sont là. Et aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on en est d'abord à ce qui concerne les groupes armés dans notre pays, groupes armés étrangers comme groupes armés congolais. On vient de répertorier 266 groupes armés. Donc, on a presque doublé ce qu'il a trouvé. 266 groupes armés. Qu'est-ce qu'on répertorie? Nous avons perdu des localités telles que Bunagana, Kibumba, à Massissi, nous avons perdu beaucoup de localités, dans les Niragongo, et aujourd'hui, c'est Goma qui est menacé. Et ce qui est sidérant pour nous... Ils ne prendront pas Goma, l'avait dit, ou l'avez rappelé, le président de la République. Les rebelles ne prendront pas la ville de Goma. C'est le président qui l'a déclaré dans son interview sur France 24. Les rebelles ne prendront pas la ville de Goma. Encore du populisme. Il n'est pas à la hauteur des enjeux. Hervé Itoma. Est-ce que Bunagana est au Congo? Est-ce que Bunagana est une localité congolaise? Répondez-moi. Est-ce que Kibumba est une localité congolaise? Est-ce qu'à Massissi, Niragongo, on peut continuer comme ça? Saké. Attendez. Il dit qu'il va riposter. Parce que les journalistes lui ont posé la question, vous feriez quoi si Goma tombe? Goma ne tombera pas. Parce que je vais riposter. Ah, comment n'a-t-il pas pu riposter à Bunagana? Comment n'a-t-il pas pu riposter à Kibumba? Comment n'a-t-il pas riposter Massissi, Niragongo? On peut. Il n'attendait que Goma pour riposter. C'est du populisme. Parce que s'il pouvait riposter, les rebelles sont partis de Bunagana. Bunagana, c'est la porte d'entrée du Nord Kivu. C'est la porte d'entrée du Nord Kivu. Et les rebelles ont fait, avec leurs valets rwandais, plus de 700 km à l'intérieur de notre pays. Plus de 700 km à l'intérieur de notre pays. Et aujourd'hui, ils menacent Goma. Ils n'ont jamais été inquiétés, ces rebelles terroristes avec leurs corollaires, les Rwandais. Attends, il va nous dire que c'est à Goma seulement qu'il va riposter. Et que devient alors Bunagana? Que devient alors Kibumba? Que devient alors les enfants de Kanyaruchinya? Que devient alors Massissi? Que devient alors Rumangabo? Ça veut dire que j'ai été choqué quand je l'ai entendu dire non, à Goma je vais riposter. C'est du populisme. Il ne sait pas gérer l'art de la guerre. Et donc cet homme est très dangereux à la tête de notre pays. Parce qu'à ce rythme-là, il nous dira non, ils ont pris Goma. Mais à Kisangani, s'ils essayent, je vais riposter. Quand Kisangani sera pris, il va nous dire ils ont pris Kisangani. Maintenant, vraiment, je vais riposter s'ils arrivent à Lubumbashi. À cette allure-là, nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu la marche de la FDL qui est arrivée jusqu'à Kinshasa. C'était à peu près la même marche. Et nous connaissons cette histoire de Kisangani ne tombera pas. Vous étiez peut-être jeune, mais il a emprunté le langage au fameux président Mobutu. Kisangani ne tombera pas, c'est Mobutu. Kisangani non seulement est tombé, mais toute la République démocratique du Congo est tombée parce qu'AFDL est arrivé jusqu'à Kinshasa. Exactement. Et donc, le problème, ce n'est pas de dire Goma ne tombera pas. Le problème, c'est de dire je vais bouter dehors les agresseurs. Je vais bouter dehors les agresseurs. Donc, cette fois-ci, je dois récupérer Bunagana. C'est ce que j'attendais de lui. Je dois récupérer Kibumba. C'est ce que j'attendais de lui. Je dois récupérer Massissi. Lui, il dit je vais riposter à Goma. Pourquoi n'a-t-il pas riposté quand on nous prenait d'autres localités? Donc vous comprenez que nous sommes devant un problème. Félix Antoine Tshisekedi est un problème. Très bien.
Parlons cette fois-ci de la campagne électorale. Félix Tshisekedi était hier au stade des Martyrs, Moïse Katumbi aujourd'hui à Kisangani, et on sent réellement que ce sont deux adversaires, ce sont deux principaux challengers qui vont devoir s'affronter aux prochaines élections. L'un qualifie l'autre d'un candidat fabriqué par les Occidentaux, et l'autre estime que les vrais candidats fabriqués par les Occidentaux, c'est Félix Tshisekedi qui nous a ramené des mercenaires, alors que Félix Tshisekedi nous confirme qu'il n'y a aucun mercenaire sur le territoire congolais. C'est des militaires qui viennent, je crois, de la Roumanie, je crois, et ils sont là pour former notre armée. Entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, pensez-vous que leur campagne sera réellement apaisée et respectueuse jusqu'à la fin, ou vous pensez qu'à un moment donné, les choses vont peut-être dégénérer? Non. Aux deux, j'ai dit, nous appartenons, au-delà de nos convictions politiques, nous appartenons à la même communauté nationale. Et nous avons besoin, l'un comme l'autre, d'une campagne saine. Parce que les Congolais ont des questions à poser à celui qui a dirigé notre pays pendant 5 ans. Il ne faut pas que Félix-Antoine Tshisekedi nous embarque dans les moutons-moutons. Non, les Congolais ont des questions. Aujourd'hui, une partie de notre territoire, il l'a dit même lui-même. J'aurais préféré même qu'il se taisa. Il a dit devant les journalistes, nous allons aux élections sans les territoires de Massissi, sans les territoires des Rutshuru et Kwamouth. Ah, non, il n'a pas dit quoi. Il a escamoté Kwamouth. Mais vous avez bien fait de rappeler. Ce n'est pas deux territoires. Il a reconnu qu'il avait du mal à avaler cette réalité. Non, attendez. Qui devait trouver la solution? Il avait du mal à avaler cette réalité. Mais d'après lui, qui devait faire tout pour que cela n'arrive à point? N'est-ce pas le premier des Congolais? Félix-Antoine Tshisekedi. Non, c'est un président qui ne prend pas ses responsabilités. Voilà pourquoi il faut, à la tête de notre pays, un président qui ne pleure pas, comme l'a dit le candidat numéro 3. Un président qui assume ses responsabilités. Un président qui fixe les caps. Je termine la guerre dans 6 mois. Ah oui, je suis d'accord. Hervé Thomas, nous avons aujourd'hui, à moins de 30 ans, 15 millions de nos compatriotes assassinés à l'est de notre pays. Je dis bien 15 millions. Les plus grands massacres après la Seconde Guerre mondiale. Il faut attendre combien de temps? Il faut attendre encore combien de temps? Il faut que nous arrivions à 20 millions de morts, 25 millions. Non, il faut agir maintenant. Et je suis d'accord avec le candidat numéro 3, que c'est maintenant qu'il faut agir. Et il donne un timing. Et il dit dans 6 mois, je termine cette guerre. Mais parce qu'il a compris. Il a compris cette guerre. N'est-ce pas du populisme aussi? Non, ce n'est pas du populisme. Ouais, les populistes, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Ouais. Parce que les populistes disent ceci. Les populistes disent ceci. J'ai fait venir les militaires de machin là, de Roumanie, et c'est des coachs. Donc notre armée est en train de se faire coacher. C'est du mépris à l'égard de nos militaires. Nous en avons des bons, capables de terminer cette guerre. Parce que cette guerre est à bien des égards une guerre politique. Ce n'est pas une guerre seulement militaire, c'est surtout une guerre politique. Et Moïse Katumbi dit dans 6 mois. Lui, il dit, le coach, combien de temps va-t-il changer de coach pour qu'on arrête d'assassiner les Congolais? C'est un questionnement que je pose. Mais aussi, quel est le mépris affiché à l'égard de nos militaires, dont on dit que les militaires roumains sont venus les coacher? Mais non, l'armée zaïroise, l'armée congolaise, les FARDC, nous n'avons pas toujours eu une armée canard boiteuse, hein. Nous avons eu une armée qui était debout, qui a été au Tchad, qui a été au Biafra, au Nigeria, qui a été au Rwanda, qui a été au Burundi. Nous avons gagné des batailles, mais même pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois qu'on nous humilie. Nous sommes dans l'humiliation aujourd'hui. De nous faire coacher notre armée, de faire coacher notre armée par des militaires venus d'ailleurs. Non, notre militaire mérite mieux. Alors, voilà pourquoi j'ai dit la guerre et les politiques, les décisions politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc les populistes, c'est celui qui va continuer à faire coacher. Alors question, Moïse Katumbi promet de mettre fin à la guerre dans 6 mois. Mais comment va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il s'y prendre? Nous avons déjà dans notre territoire l'EAC. Bientôt, on a annoncé le déploiement de la force de la SADC. Il y a l'opération menée conjointement entre notre armée et l'armée ougandaise, je pense, ou burundaise, l'UPDF. Comment les Ouazalènes, il faut ajouter ça aussi. Comment va-t-il s'y prendre dans cette question? Oui, mais il faut du temps pour répondre à cette question. Mais comme on n'a pas du temps, je vais aller vite fait. Mais c'est pas fini. Il est encore allé appeler les troupes de la SADC. Exactement. Encore les troupes de la SADC, oui. Sans oublier les fameux coachs. Oui,
Sans oublier les fameux coachs et les groupes armés, il y en a 266 aujourd'hui. Alors, dans 6 mois, Moïse Katumbi a quelle stratégie pour mettre fin à cette guerre qui dure pratiquement 30 ans? D'abord, il faut maîtriser cette guerre. D'abord, il faut comprendre, il s'agit de quoi. Nous avons d'abord une guerre qui a des implications géopolitiques. Il faut maîtriser la géopolitique. Nous avons une guerre qui a des implications géostratégiques. Et donc, dans sa phase géostratégique, il va au-delà. Il va au-delà de notre région. Nous avons dans notre pays des implications qui sont d'ordre ethnique. Les problèmes de la terre. Nous avons toutes ces implications. Quand vous avez compris, vous commencez à traiter un à un ces problèmes. Ce sont des problèmes politiques. Ce ne sont pas des problèmes militaires. Les problèmes militaires, si on classe dans la hiérarchie, les problèmes militaires viennent en bas de la hiérarchie. Il faut comprendre comment fonctionne la géopolitique de la région. Il faut comprendre la géostratégie. Quelles sont les implications d'autres nations? Hervé Thomas, en 2035, il n'y aura plus de voitures à moteur thermique. OK? Toutes les voitures, à partir de 2035, seront des voitures à moteur électrique. OK? Or, les moteurs électriques sont alimentés par des batteries. Or, pour avoir de batteries, il faut disposer des matières dont le Congo regorge. Lithium, l'uranium, le cobalt. C'est chez nous. Je vais pour comprendre les implications maintenant géostratégiques. Et donc, imaginez en 2035, à partir de 2035, si par jour, on fabrique 1 million de voitures par le monde. Dans le monde, si les usines de fabrication de véhicules fabriquaient 1 million de voitures par jour, ça veut dire que si vous avez dans cette voiture à $100 la batterie, c'est que par jour, nous avons $100 fois 1 million. Nous avons 1 milliard de dollars par jour. Vous comprenez l'implication? Si dans la voiture, il y a 100 000, et nous avons 1 million, nous avons 100 millions, pardon. Nous aurons 100 millions jours par nos batteries. Nous aurons 100 millions jours. Donc la guerre est une guerre géostratégiquement économique. Il faut comprendre, on veut nous prendre de force ce qui est à nous. Et donc, il faut savoir faire comprendre aux autres que nous ne sommes pas prêts de nous laisser, parce qu'eux nous évoquent beaucoup de choses. Ils nous évoquent 1835, ils nous évoquent la création du Congo. Ils disent que nous n'avons pas créé le Congo, nous avons trouvé le Congo, c'est eux, ils évoquent beaucoup de choses. Ça, dans la géostratégique, donc ça veut dire les États-Unis en tête, suivis de l'Europe. Très bien. Il faut savoir aller négocier avec cela. Parce qu'ils ont des armes, ils ont une puissance d'argent supérieure aux nôtres. La diplomatie, c'est le cheval des batailles de Félix Tshisekedi. Non, il a échoué. Sa démocratie a échoué. Pardon, sa diplomatie n'est pas efficiente. Cette diplomatie a échoué. La preuve, c'est que nous avons perdu... Une diplomatie agissante. Mais nous avons perdu des terres, non? Nous allons aller aux élections sans les territoires de Rutshuru, sans les territoires de Massissi, sans les territoires de Kwamouth. Et j'aurais même souhaité, devant les journalistes étrangers, qu'ils ne disent pas que nous irons. Parce que, heureusement pour moi, je connais ces territoires-là. Alors, je prends Massissi. La capitale provinciale, la capitale le chef-lieu du territoire de Massissi, c'est Rubaya. OK? J'y étais il n'y a pas longtemps, l'année passée, à la fin de l'année passée. Rubaya n'est pas entre les mains des terroristes M23 ni des Rwandais. Rubaya est entre les mains de l'armée congolaise et de la police congolaise. Donc on pouvait même faire des enrôlements séquentiels. Ça veut dire que là où nous avons la mainmise, où il y a encore la police congolaise et encore l'armée congolaise, nous faisons l'enrôlement. Mais des policiers ont été tués. Denis Kadima l'avait rappelé lors du cadre des concertations que des policiers, des éléments de la police commis à la garde ou à la sécurisation du processus ont été abattus par des rebelles. Les agents de la CENI ont été aussi tués. Il faut se préparer en conséquence. Quand on dit que on n'aura pas des élections à Rutshuru, on n'aura pas les élections à Massissi, on donne l'impression que ce sont des territoires conquis par les rebelles du M23 et leurs valets. C'est ce qu'on donne comme l'impression. Alors que ce n'est pas vrai. Je vous donne l'exemple de Massissi. Le chef-lieu, c'est Rubaya.
Arubaya, c'est l'armée congolaise. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que les militaires ou les policiers se seraient abattus, événement malheureux, que le Congo doit abdiquer. Il fallait renforcer la sécurité parce que il y a bien des localités et dans Rutshuru et dans le Massissi qui sont sous contrôle de l'armée congolaise et de la police congolaise. Donc, le fait d'exposer nos territoires dans le monde, qu'ils ne vont pas voter, donner l'impression que nos territoires sont conquis par le Rwanda. On donne le flanc au Rwanda. Et les Rwandais vont dire quoi après les élections? Ils vont dire à nos compatriotes de Rutshuru et à nos compatriotes de Massissi que voilà, vous n'avez même pas pu participer aux élections au Congo. Vous n'êtes pas des territoires congolais. C'est parce que vous êtes des territoires rwandais. Ce n'est pas une première. En 2018, Yumbi n'a pas voté. Yumbi Siama Indombe. Butembo aussi, je pense. Il ne faut pas comparer les deux choses. C'est pendant le Covid, je crois. Non, 2018, je parle de la guerre. Non, c'était pas la guerre. Mais c'était quoi la raison? La maladie. Quelle maladie encore? C'était le Covid. À Yumbi, il y avait un conflit interethnique. À Yumbi, il y avait un conflit. Plus de 400 morts, je crois. Oui, je pense. Mais ils sont ici à Kinshasa. On n'a arrêté personne. C'était un conflit qui n'impliquait que les Congolais à Yumbi. Qui n'impliquait pas des considérations ni géopolitiques, ni géostratégiques. À Yumbi, c'était Congolais contre Congolais. Les Tembo contre les Batembo contre... Donc, vous comprenez que c'était entre Congolais. Mais aujourd'hui, ce sont les autres qui nous ont empêchés. C'est les M23 et ces valets, les Rwandais, qui nous ont empêchés de faire des élections chez nous. J'aurais préféré que là où nous contrôlons les localités que nous contrôlons, qui est-tu enrôlement là-bas et qui est-tu vote là-bas pour ôter au Rwanda. L'argument selon lequel vous n'avez pas voté à Rutshuru, vous n'avez pas voté à Massissi, c'est parce que ces territoires-là sont des territoires rwandais, ce qui n'est pas vrai. Mais nous-mêmes, nous étalons nos faiblesses par l'intermédiaire du président de la République sortant. Donc vous comprenez que non seulement il n'a pas maîtrisé la géopolitique de la région, il n'a pas maîtrisé non plus la géostratégie de la région. Vous comprenez que c'est pour lui difficile de comprendre qu'en 6 mois, on peut terminer cette guerre. Il attend quoi? Nous avons 15 millions de nos compatriotes qui sont tombés. Il attend que nous soyons 25 millions, 30 millions qui sont tombés. Non, cette guerre, il faut même la terminer avant 6 mois. Très bien. Alors, une question qui suscite la curiosité dans l'esprit des Congolais, c'est la détermination que dégage Moïse Katumbi dans son attitude et dans ses différents discours. Moïse Katumbi nous donne l'impression, ou nous renvoie l'image selon laquelle il est là pour la victoire et rien d'autre. Il y a même des compatriotes qui m'ont appelé depuis l'étranger pour dire Moïse Katumbi, c'est le seul candidat dont la victoire ne peut jamais échapper, comme ce fut le cas avec Martin Fayoulou. Alors, vous faites quelle analyse aujourd'hui de cette détermination affichée par Moïse Katumbi? C'est normal, Moïse Katumbi s'y est préparé. Fayoulou en 2018 était le candidat accidentel. Parce que en 2018, pour aller vite fait, ce qu'on attendait à Genève, c'est ça. Oui, Genève. C'était soit Vital Kamerhe, soit Félix. Soit Félix. Donc, Martin Fayoulou en 2018, c'est l'accident de l'histoire. On ne va pas revenir là-dessus, c'est déjà passé. Donc, il n'était pas préparé à la fonction. Martin Fayoulou, en 2018, j'ai dit. Il a eu peut-être 5 ans de se préparer. Je ne suis pas contre, je suis en train de faire une analyse. Martin, c'est mon ami. Donc, j'ai dit tout simplement, en 2018, on entendait soit Vital Kamerhe, soit Félix Tshisekedi. Et patatras. C'est Martin Fayoulou qui est sorti. Et c'est même les images qui sont là. C'est le premier à le féliciter, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Que maintenant, la situation, c'est Martin Fayoulou. Le changement, c'est Fayoulou. Moïse Katumbi s'est préparé à la fonction depuis les 3 pénaltys. 3 pénaltys, je pense, c'est 2014, si je ne me trompe pas. 2014-2015. Ok. Il s'y est préparé à la fonction. On lui a empêché de venir déposer sa candidature en 2018. Vous connaissez le problème. On a failli réitérer la même chose, mais on n'a pas pu. Donc Moïse Katumbi est déterminé parce que Moïse Katumbi a étudié la question. Moïse Katumbi a compris les coins et les recoins de la valeur de notre pays. Nous sommes un pays particulier dans le monde. Mais d'où il tire cette assurance? Parce que généralement en Afrique, il est difficile de voir un président en fonction perdre les élections. C'est des cas en tout cas très rares. Et bien que les Libériens nous ont prouvé le contraire. Mais c'est généralement difficile de voir un président en fonction perdre les élections. Moïse Katumbi tire cette assurance où? Moïse Katumbi, quand il prend Mazembe, ça faisait plus de 20 ans que Mazembe ne pouvait même plus battre avec au niveau interne. Il n'avait pas été en Afrique depuis plus de 15 ans.
C'est un homme déterminé quand il prend Mazembe. Aujourd'hui, Mazembe, c'est parmi les 8 d'Afrique, les meilleures équipes d'Afrique. C'est un homme de défis. C'est un homme de défis. C'est vrai, nous craignons la fraude. C'est vrai, nous redoutons la tricherie. Mais est-ce qu'il faille abandonner le combat? Non, on peut compter sur notre peuple qui va rester le jour du vote, le 20, jusqu'au dépouillement, jusqu'à l'affichage de tous les résultats bureau par bureau. Et donc, Katumbi est déterminé parce que je venais de vous dire ici, 15 millions de nos compatriotes tombaient à l'Est. Katumbi a sillonné le Congo, il a vu la détresse des Congolais. Tout ce que le Congolais lui demande, c'est de sortir de cette détresse. Et voilà pourquoi Katumbi a une mission. Il s'appelle Moïse, non? Il s'appelle Moïse, comme Moïse de la Bible. Et bizarrement, hein, son père fut aussi un juif. Hein? C'est peut-être le petit frère de Jésus. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est moi qui l'ai dit. C'est peut-être une mission prophétique. Ça peut être le petit frère de Jésus. Hein? Quand Jésus va chez Pilate, Pilate se lave les mains. Les Juifs disent on doit le mettre. On l'amène chez Caïphe. Caïphe dit moi je n'ai pas vu de faute en cet homme. Ils décident toujours de le mettre à mort. Ils amènent à Golgotha. Mais ils ne savent pas que les paroles se remplissent. Quand ils abattent Jésus-Christ sur la croix à Golgotha, c'est l'accomplissement de la parole. Parce que 3 jours après, le Seigneur va ressusciter. Donc Katumbi a peut-être une mission prophétique. Il ne s'appelle pas Moïse pour rien. La mission de Moïse de la Bible n'était pas facile non plus. Rappelez-vous, allez relire la Bible. Allez relire Exode. Pharaon n'était pas prêt à laisser. Même bien qu'ils sont partis et sont devant la mer Rouge. Il commence à dire à Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Là-bas, au moins, on avait à manger. Là-bas, au moins, on avait à boire. Vous nous avez amené, regardez Pharaon qui arrive avec son armée. Le Seigneur dit à Moïse, regarde derrière. Pharaon que tu vois avec cette armée, il ne sera plus. Les Égyptiens. Et voilà. Donc, Moïse a peut-être une mission prophétique. C'est moi qui l'ai dit. Et parce que je suis chrétien, je lis beaucoup la Bible. Ah, mais attention, Moïse de la Bible n'a pas vu la terre promise. Oui, Moïse de la Bible n'a pas vu la terre promise. Parce qu'il y a eu un relais. Son frère, Aaron, est allé. Moïse Katumbi ne prétend pas rester à la tête du pays ad vitam aeternam. Non. Je vais vous faire une confidence. Il ne m'a pas dit de le dire. Allez-y. Il fera un seul mandat. Ah bon? Ah oui. Il n'en a pas besoin des deux. Les gens, ils viennent au pouvoir, au Congo, parce qu'ils veulent s'enrichir. Il veut faire un seul mandat à la tête du pays. Et donc montrer le chemin. Et nous avons des enfants. Donc Moïse Katumbi vous a révélé, comme président de la République, il n'a besoin que d'un seul mandat. C'est un homme prophétique. Mais il fera quoi? Il est venu pour une mission. Il fera quoi? Terminer la guerre en 6 mois. Il a dit non. 5 ans, vous pensez que c'est peu? Non, Félix, 5 ans, c'est pas peu. Félix, qui est au pouvoir, estime que dans 5 ans, oui. il a connu beaucoup de problèmes. Oui, mais lui, Covid-19, coalition FCCK, et tous ces problèmes n'ont pas permis au pays d'avancer. Oui, mais lui, en 5 ans, il fera quoi? Son problème à lui, le président sortant, Félix Antoine Tshilombo, c'est qu'il pense que là où lui n'a pas pu, que tous les Congolais ne pourront pas, il est trop imbu de lui. Il doit apprendre la modestie. Parce que lui-même dit à Béni, en 2021, que si je ne réussis pas la sécurité à l'est de notre pays, je ne réussis pas à sécuriser la partie est de notre pays, je considérerai que j'ai échoué dans mon mandat de président de la République. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est pire. Donc, logiquement, il a échoué. Il aurait eu la décence. Il ne serait même pas candidat parce que Macron, son prédécesseur, François Hollande, il n'a pas été candidat, il avait tiré la conclusion logique. Lui aussi, le président sortant, pouvait tirer la conclusion logique. Très bien. Mais il a préféré se cramponner sans moi point de salut. C'est ce qu'il nous dit dans ces meetings. Quand vous regardez, c'est moi ou rien. Je ne le souhaite pas parce que je suis chrétien. Mais par hypothèse, parce que nous sommes tous mortels. Si Félix Antoine Tshisekedi mourait, le Congo meurt. Si Félix Antoine Tshisekedi mourait, je ne lui souhaite pas. J'ai dit s'il mourait, est-ce que le Congo va mourir avec? Non. Le Congo a existé avant, le Congo a existé pendant, le Congo existera après. Il n'y a pas d'homme-providence. C'est le mouvement de tous les Congolais qui est nécessaire pour amener notre pays vers la Il nous demande de faire le choix entre répartir à zéro et consolider les acquis. Qu'est-ce qu'il appelle acquis? La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, la construction de quelques infrastructures, la réfection de quelques bâtiments. Qu'est-ce qu'il appelle zéro?
C'est-à-dire repartir avec un nouveau président, avec un nouveau programme, avec une nouvelle idéologie, avec une nouvelle vision. C'est encore malhonnête. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas trouvé les stades de martyrs? Il n'a pas trouvé le barrage de Mobaïmbongo. Il n'a pas trouvé le pont Lualaba. Il n'a pas trouvé le pont Lunda Boulolo. Nous partons des zéros comment? Chacun des présidents qui ont été à la tête de ce pays, chacun a fait sa part, un morceau du Congo. Très bien. Ça, c'est l'humilité. Chacun a fait un morceau du Congo. Le Congo n'est pas à zéro. Et Félix Antoine Tshisekedi dit, parce que je fais la gratuité de la maternité, parce que je fais la gratuité, donc en dehors de moi, point de salut. Mais où sont partis l'argent de Rama? Les Congolais attendent qu'on leur dise. Qu'est-ce qu'il a fait de millions, près de 800 millions de l'argent qu'on a ponctionné directement aux pauvres Congolais. Qu'est-ce qu'il en a fait, l'argent de RAM? Les Congolais, voilà des questions auxquelles ils veulent des réponses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait installer un escroc ici, My Gold Rêve, pour escroquer les Congolais, les modestes moyens qu'ils ont, leur épargne, les piètres épargnes qu'ils ont, les Congolais. On a laissé installer un escroc ici et a escroqué les peu d'épargne qu'avaient les Congolais. Cet escroc, on les retrouvera quand? Quand est-ce que cet escroc va rembourser les Congolais? Voilà les questions auxquelles les Congolais... On a trouvé ici dans notre pays il n'y a pas longtemps le 9e jeu de la francophonie. Un détournement de 324 millions. Pourquoi on a arrêté personne? Non. Attends, les acquis c'est quoi? Continuer avec un régime de prédation, un régime de détournement, un régime de la corruption. C'est ça qu'on veut nous présenter que c'est des acquis. Non, ça on n'en veut pas. Alors si c'est ça, ou démarrer à zéro, ou alors continuer avec les régimes de la corruption et du détournement, j'ai choisi, avec mon compatriote, de repartir à zéro alors. Si la condition est celle-là, de partir avec les régimes de détournement, les régimes de corruption, nous choisissons de partir avec un régime qui va partir à zéro. Avec qui à la tête de ces régimes? Moïse Katumbi. Parce que deux fois, les tabous la rasa vous permet de tracer un autre cap. Hein? Parce qu'aujourd'hui, notre pays est pris. Il y a des territoires, on en a parlé, qui ne vont pas au vote. Parce que lui, il dit que soit c'est tabou la rasa à zéro, soit il faut partir avec le régime de corruption et le régime de détournement. Dans son hypothèse à lui, nous choisirons alors de partir à zéro. Au moins d'avoir un régime, hein? Au moins d'avoir un régime à zéro, avoir un régime qui combat efficacement la corruption, qui combat efficacement les détournements de fonds. Dans un pays où on ne détourne pas, même au Kasaï, on a détourné 24 millions. Alors on construisait la route Mbujimayi Kananga pour le bien de nos confrères, de nos concitoyens, de nos compatriotes kassaïens. Donc vous comprenez que c'est inacceptable un tel régime qui veut continuer sous les acquis. Non, ces acquis-là, nous n'en voulons pas. Ces acquis-là, la corruption, les détournements de fonds en masse. On va évoluer. Depuis 1960, on n'a jamais eu un régime qui a détourné autant. Je dis bien depuis 1960, et regardez mon âge, j'ai été petit garçon pendant Mobutu, j'ai vu Laurent Désiré Kabila, j'ai vu Joseph Kabila. Donc j'en ai vu les régimes. Donc même durant les 32 ans de Mobutu, on n'a pas détourné en 5 ans, on n'a pas détourné beaucoup d'argent comme on peut le voir aujourd'hui. Les régimes de Mobutu, face au régime de Félix Antoine Tshilombo, mais les régimes de Mobutu, c'est des voleurs de bonbons. Ah bon? C'est des voleurs de bonbons. C'est des petits enfants qui volent des bonbons. Face à ce régime-là... Donc en 32 ans, ce régime a fait pire que celui de Mobutu. En 5 ans, ce régime-là... En 5 ans, pardon. En termes de détournement et de corruption, a fait pire que les 32 ans du régime de Mobutu. Mobutu, à côté de ce régime, fait office d'un petit garçon qui vole des bonbons, non? N'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu 324 millions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'invente des choses? Si je les... 300 millions, c'est peut-être le budget de l'époque. Alors, dites-moi. Aujourd'hui, on a évolué, on a arrêté personne. On est à 16 milliards. Les 100 jours, on a acquitté tout le monde. Les 100 jours. Les derniers à être acquittés, c'est Passer Saïba. Et plus de 800 millions. Personnes en prison, tout le monde a quitté. Mais l'argent n'est pas remboursé dans la caisse de l'État. La théorie des... Vous comprenez la théorie des bonbons. Vous comprenez que 800 millions, c'était les 800 millions. Non, même pas 400 millions. C'était le budget de Mobutu. C'était le budget du Zaïre. Quand Mobutu quitte le Zaïre, je pense que le budget du Zaïre, en 1997,
c'est 400 millions, 500 millions. Si je ne me trompe pas. Comment quelqu'un peut détourner 324 millions pendant le régime de Mobutu? Il aurait tout pris. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, on n'a même arrêté personne. Mobutu mettait des ministres en prison. Et ils étaient condamnés, ils étaient envoyés à Kafela. Aujourd'hui, personne n'est arrêté, personne n'est condamné quand on fait du saupoudrage. Donc c'est quand on organise un procès, une parodie pour tromper le peuple. Quelques jours après, la personne est malade, on l'amène à l'hôpital. Quelques jours après, les tribunaux, ils ont tous été acquittés. 100 jours, tous acquittés. Très bien. Surveillance électorale, Moïse Katumbi en a parlé de nouveau à Kisangani, à la place de la Poste. Dans les propos de Moïse Katumbi, on sent sa détermination à pouvoir empêcher toute manœuvre visant à organiser la fraude, la tricherie le jour des élections. Est-ce que vous pensez que Moïse Katumbi a les atouts nécessaires pour barrer la route à la fraude et à la tricherie le jour des votes? Hervé et Thomas, je pense et je crois que les Congolais ne sont pas plus bêtes que le peuple libérien. Au Libéria, non, mais là, au moins, il y a des institutions sérieuses, notamment leur CENI, qui a démontré son indépendance. Au Libéria, le président sortant, George Weah, a aussi exalté ses prouesses, son bilan. Il a exalté. Et les Libériens, le peuple du Libéria a dit non. On ne veut pas de vous. On veut une autre personne à la place. Le président sortant a été battu. Vous pensez que c'est exceptionnel? Ce n'est pas si exceptionnel. C'est parce que nous, les Congolais, nous avons la mémoire courte. L'année passée, 2022, en Zambie, le président sortant zambien a été battu. Le président actuel, c'était le chef de l'opposition d'alors. Donc, les exemples sont légion. Au Congo-Brazzaville, le président Sassou a déjà été battu. Le président Sassou Nguesso. Il a déjà été battu. Donc, ne pensez pas... Prenez aussi l'exemple du Congo. Oui. En 2018, en 2018. Le dauphin de Kabila a été battu. Malgré vous remettez souvent en cause la victoire de Félix Tshisekedi. Chader était déjà président de la République parce qu'elle avait déjà le cortège présidentiel. Déjà le cortège présidentiel. Et il avait dit, on vote les matins, les soirs, je suis proclamé déjà président de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas lui. Donc, c'est pour vous dire que il faut être humble. Il faut être humble. Mais justement, comment Moïse Katumbi va-t-il réussir à barrer la route à la fraude et à la tricherie? Moïse Katumbi fait confiance aux Congolais parce que la fraude, c'est une antivaleur. La tricherie, c'est une antivaleur. Nous devons collectivement lutter contre la fraude et l'antivaleur. Moïse Katumbi, en lui-même, en tant que personne, il ne pourra pas lutter contre cela. Parce que c'est organisé au plus haut niveau de l'État. Mais avec tous les Congolais. Article 5, la souveraineté appartient au peuple. C'est notre peuple qui est souverain. Très bien. Ce n'est pas le président de la République qui est souverain. Raison pour laquelle il demande aux électeurs de rester devant le bureau des votes jusqu'à l'affichage. Aujourd'hui, je pense que au Congo, nous avons pris dans tous les quartiers, dans toutes les maisons, au moins un téléphone. Au moins un téléphone avec photos et tout ça et qu'on peut transmettre par WhatsApp. Au moins, on ne peut pas dire chaque personne, non. Au moins dans une maison. Si pas dans un quartier, si pas dans la même rue, on va trouver un téléphone pour photographier et envoyer bureau par bureau. Il ne faut pas compter sur la fraude. Il faut compter sur le peuple congolais parce que c'est le peuple congolais qui donne le mandat. S'il pense que son bilan est positif, comme il est dit, son bilan est sensationnel, pourquoi ils veulent chercher à tricher? Pourquoi Kadima se comporte-t-il comme un tout-puissant? Il ne veut rien écouter. Très bien. Alors, aux yeux de certains Congolais, Moïse Katumbi est présenté comme ces candidats fabriqués par les étrangers, un candidat qui va faire le jeu des Occidentaux qui n'ont jamais accepté le développement ou encore les décollages de la République démocratique du Congo. Le président de la République, candidat à sa propre succession, ne cesse de les rappeler dans tous ses discours. Est-ce qu'il sera facile pour Moïse Katumbi de se détacher de cette qualification qui continue encore de lui coller à la peau? Qu'il est candidat fabriqué par les étrangers pour servir également les étrangers. D'abord, Hervé et Thomas, nous refusons cette façon de pleurer, d'être plaintif tout. Moïse Katumbi l'a dit, il ne sera pas un président qui se plaint à tout moment. Arrêtons de mettre nos lacunes sur les autres. Quand nous comprendrions nous-mêmes que le problème c'est d'abord nous-mêmes, nous aurions fait un pas de géant. Si vous voulez construire un hôpital, si vous voulez construire une école, les Blancs vont venir vous dire ne construisez pas.
Et vous acceptez aussi de ne pas construire. Non. Nous avons notre part de responsabilité de ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous, Africains en général, et Congolais en particulier, nous avons notre propre part de responsabilité. On peut dire les autres, la colonisation, les Blancs. Peut-être, ils ont aussi leur responsabilité à leur niveau. Mais le premier responsable de notre situation, c'est nous-mêmes. Ça, il sied d'abord de les souligner. Il faut arrêter de se plaindre. Le problème, c'est les autres. Que nous... Le problème, ce n'est pas nous, c'est toujours les autres. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est choquant pour moi de voir que, champion toute catégorie, j'ai regardé tous les présidents du monde. Il n'y en a pas qui a fait 666 voyages en 5 ans. 666 voyages à l'étranger pour chercher des investisseurs étrangers. Malheureusement, pour notre pays, nous avons sorti beaucoup d'argent dans le compte du trésor parce que à chacun de ces voyages, 666, il y a une délégation de plus d'une centaine de personnes. Donc c'est la caisse de l'État qui paye tout ça. Il ne nous a pas dit, en termes de redevabilité, combien le Congo a sorti dans les 666 voyages. Et combien le Congo, lui, a ramené dans la caisse de l'État. Voilà les débats que le Congolais attendent. Plutôt que de commencer à se jeter. Alors, dans les 666 voyages à l'étranger, pour chercher des investisseurs étrangers qui nous disent où sont ces investisseurs. Il a ramené qui ici? Moi, ici, oui, j'ai vu Edoxy. Hein, cette dame-là, à l'arrière-train, honteusement déployée. C'est Ngobila, ce n'est pas le président. Il ne faut pas dissocier Ngobila, ces images dans la ville, nous sommes pendant la campagne électorale. Mais derrière, c'est Fachi Betono. Vous voulez dissocier? Combien a-t-il amené des investisseurs? Moi, ce que j'ai vu... Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Moi, ce que j'ai vu, c'est le petit nez là. Les petits là, je ne sais pas sur son nom. De qui parlez-vous? Qui est le mari de l'autre là, la dame là. Il s'appelle Grand P. À l'arrière-train, honteusement déployé. Si c'est ça les investisseurs que qu'on est allé nous chercher, alors qu'on nous dise ils ont investi combien. Vous avez vu, nous sommes pendant la saison de pluie, hein? Ça ne vous échappe pas. Hein? Vous avez vu comment la ville est sale. Nous sommes à Kinshasa, non? Imaginez l'arrière-pays. Il peut surgir dans notre vie ici une épidémie qu'on aura du mal à maîtriser. Nous sommes pendant la saison de pluie. La ville est extrêmement sale. Extrêmement sale. Quand vous arrivez à Selembao, les étals, les mamans étalent même à terre les denrées alimentaires. Et les mouches n'en parlons pas. Mais on a invité Edoxy, on a invité le grand père, hein, alors qu'il est petit, je ne sais pas pourquoi on l'appelle grand, il est trop petit. Et Claude Van Damme. Donc il faut qu'il nous dise, lui qui est le candidat des Congolais, pourquoi a-t-il été en 5 ans effectué 66 voyages à l'étranger pour chercher des investisseurs étrangers? Il fallait faire des millionnaires congolais. Il a dit. Mais tous les millionnaires congolais qu'on voit aujourd'hui. Il en a fait. Oui, la diaspora. Ils ont été reçus. Oui, la diaspora. Non. La diaspora qui est venue, la diaspora. N'avez-vous pas vu les jeunes qui ont été reçus il y a 2 ou 3 semaines par le président? Ah, c'est des millionnaires. Oui, il y a même un qui a offert près de 10 000 $ au président. Ah, il a offert 10 000 $ au président. Oui. C'est du populisme. Hein. Il faut arrêter ces jeux-là. Il faut arrêter. On ne va pas construire notre pays comme ça. Et donc on appelle les millionnaires, ils donnent... Non, les Congolais sont assez intelligents pour comprendre que c'est du populisme. C'est du populisme. Donc, si on doit qualifier entre les 2 candidats, le mien, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, face au numéro 20, Félix Antoine Tshilombo, le président sortant, les candidats de l'étranger, s'il fallait les qualifier, ce serait le président sortant, Félix Antoine Tshilombo, parce que lui, c'est lui qui est allé 666 fois à l'étranger en 5 ans. Aucun président du monde ne l'a fait. Je me suis documenté, hein, et j'attends la contradiction. Aucun président de 666 voyages à l'étranger. Et en cherchant les investisseurs étrangers. Donc arrêtez de dire que c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a investi tous ses moyens. Moïse Katumbi était riche avant d'être gouverneur. Ça, les gens... Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires dont les affaires sont mirobolantes depuis longtemps. Mais Moïse Katumbi, il a investi tout au Congo. Il a investi tous ses moyens au Congo. Toutes ses entreprises sont au Congo. Donc il emploie les travailleurs congolais. Il n'est pas parti investir son argent à l'étranger. L'argent qu'il a gagné, honnêtement. Il n'est pas interdit de gagner l'argent, honnêtement. Mais il a été riche en travaillant. Mais je pense qu'on va arriver à un moment. S'ils veulent ces débats-là, ils vont venir avec
les CV du président de la République sortant, avant qu'il ne soit président de la République, et j'amènerai le CV de Moïse Katumbi avant qu'il ne soit gouverneur. Là, ça sera pièce contre pièce. On saura qui était qui et qui peut être le candidat de l'étranger. Il a appelé, on dit diaspora, pas tout le monde. Moi, je connais des meilleurs. J'ai été longtemps à l'étranger. Il y a des meilleurs. Heureusement qu'il y a des meilleurs. Mais on est allé nous appeler la diasporie ici. Et maintenant, qu'est-ce que cette diasporie-là fait ici? Détournement sur détournement. Détournement sur détournement. Ils aident même le président de la République à échouer même chez lui. En allant détourner l'argent de la route Kanangamboujimai. La route Kalamambouji, Kanangamboujimai, rien. La chute Katende. Le groupe de Louba, je suis... L'université de Mbujimai. L'université de Mbujimai. Et les Limba, je crois, qui chantent, les Bayoula du Congo. Si la chute Katende n'est pas terminée, ne mettez pas les pieds ici. Et donc je lui dis à mes compatriotes du Kasaï, on avait chanté chute Katende Kaimujika, Kanodiati Kwetu. Maintenant, chute Katende n'est même pas Mujika. Alors, Kabadiati Mouen. Kabadiati Mouen. Très bien. Nous, à Kimbani, chute Katende Kaimujika, Kadiati Kwetu. Aujourd'hui, chute Katende Boujima est dans le noir. Kananga n'en parle même pas. Le Kasaï, c'est ravin sur ravin. Et nos compatriotes tirent les diables par la queue. On ne peut pas dire que ce régime, c'est le régime des Kassaïens. Ce n'est pas vrai. Il faut laisser les Kassaïens tranquilles. Les Kassaïens tirent les diables par la queue. Et donc, ce régime ne représente pas les Kassaïens. Parce que le Grand Kasaï, c'est le dernier des provinces que ce régime s'en est occupé. C'est là-bas qu'on a détourné Chute Katende, Kalamambouji. Même Makobola, le courant de Makobola allait aussi ravitailler une partie de Grand Kasaï. Non. Très bien. Ce régime est un régime de corruption, un régime de prédation, un régime de détournement de fonds. Et il faut les mettre hors d'état de nuire très vite par les élections. Merci. On termine l'émission par cette dernière question. Moïse Katumbi, aujourd'hui, il y a encore des candidats qui ont accepté de rallier sa candidature, notamment Franck Diongo, Matata Ponyo, Seth Kikouni, et des sources concordantes font savoir que plusieurs autres candidats vont les rejoindre dans cet élan. Selon certaines sources, Martin Fayoulou serait exclu lors des négociations des Pretoria. Il est accusé, ou il serait accusé de jouer le jeu du pouvoir. Voyez-vous Moïse Katumbi s'en sortir avec le soutien de Franck Diongo, Matata Ponyo, peut-être dans les jours qui viennent, de Mukwege Sesanga, face à Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, qui est candidat unique du pouvoir avec le soutien de tous les grands gabarits, notamment Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba et consorts? J'ai dit dès le départ ici que les candidats communs ou candidats uniques de l'opposition, c'était la demande des Congolais. OK? Et donc l'opposition doit se montrer responsable. Parce que mon candidat, Moïse Katumbi, il faut le dire, et j'ai dit les yeux dans les yeux, avec ou sans candidat commun, je ne vois pas comment il sera battu. Dans tous les deux cas, le candidat numéro 3 battra le candidat numéro 20. Avec candidat commun, candidat unique, c'est ce que nous souhaitons, c'est le souhait des Congolais. Nous battrions le président sortant. Ah, vous ignorez le candidat numéro 21, Martin Fayoulou. Non, vous l'ignorez. Je vais y arriver. D'abord, j'ai dit que l'opposition doit être responsable. Quand j'ai dit l'opposition, Martin Fayoulou dedans. Mais visiblement, Martin Fayoulou n'est plus avec vous. C'est pour ça que il a lancé lui aussi sa campagne. J'ai dit il faut que l'opposition soit responsable. Parce que les Congolais nous regardent. Les Congolais nous regardent. Les élections présidentielles, là, c'est un homme face au peuple congolais. Ce n'est pas une machine, c'est un homme face au peuple congolais. Il faut convaincre le peuple congolais. Donc j'ai dit, avec le bilan chaotique de Félix Antoine Tshilombo, avec ou sans candidat commun, il sera battu par le candidat numéro 3. Mais maintenant pour nous, comme c'est la demande de la population, il serait mieux que nous ayons un candidat commun de l'opposition. Et j'ai apprécié Matata Ponyo. J'ai apprécié le courage de Matata Ponyo, l'homme de la bonne gouvernance. Ce matin, j'ai apprécié le courage de Seth Kikouni. Et cet après-midi, c'est mon ami Franck Diongo qui a rejoint le bateau. Et Mukwege, je pense qu'il va venir. Et même Martin Fayoulou, je pense qu'il viendra. Parce que Martin Fayoulou est responsable. Il sait que
Il se considère comme le seul opposant crédible. Il n'a pas besoin de rallier ceux qui ont été hier dans la gestion avec Kabila. Nous n'avons aucun intérêt, nous. Il l'a rappelé plusieurs fois. Nous n'avons aucun intérêt, nous, l'opposition, de commencer à nous tirer les uns contre les autres. Je ne rentrerai pas dans ces débats-là. Parce que notre adversaire, c'est Félix Antoine Tshilombo. Notre adversaire, ce n'est pas Martin Fayulu. Si Martin Fayulu ne veut pas souscrire au schéma des candidats uniques, il peut faire sa campagne. Il le fait déjà. C'est son droit. Il peut y aller seul, en singleton. S'il a ses certitudes, moi j'en ai la certitude. Que le candidat numéro 3, candidat unique ou pas, nous allons battre les candidats sortants, le président de la République sortant, Félix Antoine Tshilombo. Point. Maintenant, si l'opposition est unie et l'opposition gagne ensemble, c'est encore mieux. Mais si cela n'est pas possible, rappelez-vous 2018. Il faut toujours, dans tout argument, aller toujours puiser la référence dans la jurisprudence. En 2018, nous avons FCC. Je vais vous donner vite fait l'argument du FCC. C'est Bitakwira en 2018 qui dit FCC s'est arrangé, s'est organisé pour conserver le pouvoir pendant 100 ans. FCC s'est organisé pour conserver le pouvoir pendant 100 ans. Un peu comme Jean Makabou nous avait dit, l'UDPS fera la réunion. Le candidat de l'FCC ne pourra pas être battu. Nous nous sommes préparés en conséquence pour conserver le pouvoir pendant 100 ans. Le candidat de 2018, Emmanuel Shadari, il avait déjà commencé à se promener avec le cortège présidentiel. Donc il était déjà un pied dans le palais présidentiel. Mais aujourd'hui, l'opposition de l'époque est allée diviser. Après Genève, il y a eu un crash. Le crash de Genève. Fayulu de son côté, et puis à Nairobi, Félix Antoine Tshilombo et Vital de leur côté. L'opposition était divisée en 2018. Rappelez-vous, l'opposition était divisée. Très bien. Et les candidats de la majorité avaient été battus. C'est le même cas aujourd'hui. Si nous allons en bloc, nous sommes une opposition sérieuse et nous allons montrer aux Congolais que nous pouvons nous entendre. Il sera battu, Félix Antoine Tshilombo. Si cela n'est pas possible, comme en 2018, nous irons en ordre dispersé. Et mon candidat, le candidat numéro 3, battra le candidat numéro 20, le président de la République sortant. Très bien, on a terminé l'émission, mais en passant, on nous signale que l'avion qui transportait l'équipe d'avance de Moïse Katumbi a failli connaître un crash. Au niveau de l'aéroport de Kisangani, il n'y avait pas d'électricité, l'aéroport était sombre, et l'avion a fait pratiquement 4 tours sans solution, et finalement, il est parti atterrir à Goma. On connaît ces jeux-là. On ne veut pas jouer les jeux de la démocratie. On veut la démocratie sans démocrate. Il y a encore là une référence. En 2011, on a interdit aussi à Etienne Tshisekedi d'atterrir en Djili. Non seulement Djili. Nous sommes arrivés à Kisangani. L'aéroport était fermé. Oh. Oui. Un fait historique. Etienne, je suis le fils. On a terminé l'émission. Nous sommes arrivés à Kisangani. L'aéroport était fermé. RVA avait fermé ses portes. Nous avons atterri à Kisangani de force. Ok? On connaît ces manières-là. C'est comme si aujourd'hui, et c'est ce qui me sidère le plus, le parti, se revendiquant, le parti d'Etienne Tshisekedi, est en train de copier Kabila. Est en train de se kabiliser. On laisse un avion sans faire fonctionner les tours de contrôle, sans rien. Il peut y avoir un crash. Il peut y avoir un problème. Ce n'est pas sérieux. Merci, on a terminé l'émission. En 30 secondes, votre dernier message aux électeurs et à la population d'une manière générale. D'abord, ils ont remarqué que je suis derrière le candidat numéro 3. C'est lui pour qui je demande un vote massif des Congolais, notamment de ma circonscription, la Funa. Je suis candidat député national à la Funa. Funa, c'est la commune de Ngiringiri. 7 communes. La commune de Ngiringiri, la commune de Bumbu, la commune de Selembaou, la commune de Bandalungwa, la commune de Kalamu, la commune de Bumbu, la commune de Makala. 7 communes. Et donc, je suis le numéro 580. Si les gens pensent que je serai bien placé pour défendre leurs intérêts, non seulement de ma circonscription, la FUNA, mais aussi, parce que les députés étaient députés nationaux, mais aussi les intérêts du Congo. Très bien. Je serai content d'avoir leur suffrage aller à l'Assemblée nationale. Mais je suis le numéro 580, candidat député à la FUNA. Un grand merci à vous, M. Pati Katanga.
C'est bon. Ça en est fini pour aujourd'hui. J'avais reçu pour vous M. Pati Katanga, résistant Maï. Avec lui, nous avons commenté la campagne électorale qui a démarré depuis dimanche 19 novembre. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.